chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. On remerciera Arnaud à la technique pour cette réalisation. Patrice, fidèle au poste, toujours fidèle au poste, sur le standard. Vous pouvez non seulement l'appeler au standard ou nous envoyer, comme pour beaucoup c'est l'habitude, un courriel électronique. Et pendant 1h30 avec mon invité, nous aurons l'occasion évidemment de vous répondre. Vous pouvez commencer tout de suite, puisque je pense que cette émission va intéresser beaucoup de monde. Mon invité, c'est Xavier Moreau, le cofondateur du site politico-stratégique Stratpol, chef d'entreprise, ancien Saint-Cyrien, ancien officier, donc il connaît un peu la matière dont il va nous parler aujourd'hui. Le titre de cette émission, OTAN, Russie, échec et mat. Il a écrit un livre aux éditions Stratpol, c'est je crois le dernier, Pourquoi la Russie a gagné. Bonjour Xavier Moreau et donc bienvenue dans ce livre journal. Bonjour, merci pour l'invitation. On est content de vous avoir en France, une petite tournée. Voilà. Donc vous avez fait un peu ce qu'on appelle la tournée des Grands-Ducs, on vous a vu dans toutes les émissions qui comptent. Dans les médias dissidents, dirons-nous. Voilà, alternative de réinformation, appelons-les comme on voudra. Et on en a aujourd'hui bien besoin parce que quand on voit le côté, l'unanimité à célébrer toujours les mêmes choses, en dehors de toute réalité parfois, c'est extraordinaire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on ne nous avait pas dit sur l'OTAN, sur l'Ukraine, sur la Russie, sur l'inéluctable défaite du tsar de Russie, de toutes les Russies. Et puis évidemment, je suis quelqu'un de nature prudente et pas très optimiste de nature. Donc, moi, quand j'entendais la Russie et pourquoi la Russie a gagné ou la Russie va gagner, un basculement du monde, ça c'est le titre du livre de notre ami François Martin qui vient de sortir un nouveau livre. On lui fait une petite publicité à François Martin s'il nous écoute. Le temps des fractures. Son éditeur historique, c'est Jean-Cyril Godefroy. Il vient tout juste de sortir, le livre de François. La géopolitologue que nous avons souvent, que ce soit sur Géopolitique Profonde, sur Radio Courtoisie, vous l'entendez dans de nombreuses émissions. On va commencer tout de suite sur la Russie, sur les derniers événements. Peut-être que, Xavier, on pourra parler aussi de ce qui se passe au Proche-Orient. Vous aurez peut-être aussi une analyse, en tout cas on pourra l'évoquer. Oui. Évoquer surtout que la situation est quand même en l'espace de 24... Tous les jours, ça a un impact de toute manière, ça disperse les forces nord-américaines. La capacité de subvenir aux besoins de l'armée israélienne, évidemment, se répercute sur ce qui est livré à l'armée ukrainienne. Donc effectivement, ça va surtout, à mon avis, démontrer l'incapacité de Washington à soutenir deux fronts simultanément. Et même d'ailleurs un seul front, on voit très bien les limites du complexe militaro-industriel américain. Et le titre de l'émission, c'est la défaite de l'OTAN, en fait, l'échec et mat. Oui, parce que franchement, l'OTAN, arrêtons de dire guerre Russie-Ukraine, parce que l'Ukraine n'est qu'un proxy. En fait, c'est une guerre. Vladimir Poutine avait dit que la guerre froide n'était pas terminée. Et en fait, ce à quoi on assiste, c'est un épisode de la guerre froide telle qu'on la voyait avant 1991, c'est-à-dire que Moscou et Washington s'affrontent par proxy interposé. Donc le proxy de Washington, ce sont ces malheureux Ukrainiens, comme c'était le Nord-Vietnam pour la Russie pendant la guerre du Vietnam, ou les Afghans pendant la guerre d'Afghanistan de l'autre côté. Donc oui, c'est un affrontement entre Moscou et Washington qui est plus large. Parce qu'évidemment, derrière, en embuscade, vous avez la Chine, vous avez même ce qu'on appelle le Sud global, qui veut passer à un autre système de relations internationales fondé sur la multipolarité, plutôt que sur l'unipolarité, qui finalement, à mon avis, n'aura duré que 10 ans. Je pense que la fin de l'unipolarité, moi j'avais vu ça à l'époque, c'est 1999, c'est-à-dire les bombardements de Belgrade, où donc pendant 78 jours, l'OTAN bombarde la Serbie. Moi j'étais encore dans l'armée à l'époque, je disais... j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ils vont passer à l'attaque au sol, parce qu'il y avait, je crois, 12 divisions allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 2 divisions SS, et les Serbes leur ont mis une raclée. Et donc, je me disais, qu'est-ce que ça va donner avec l'armée de l'OTAN, que je connaissais, puisque j'étais quand même dans l'armée française. Intégrée, et en fait, elle n'y est pas allée. Ouais. Elle a eu, ils n'y sont pas allés parce qu'ils avaient peur.
ils avaient peur d'avoir des pertes qui auraient été, parce que attaquer les Serbes sur leur territoire, je vous souhaite par avance bien du plaisir, comme disait le général de Gaulle. Donc, en fait, et ça, je me suis dit, en fait, si jamais l'OTAN n'est pas capable d'aller au sol contre la Serbie, cette immense alliance, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que l'unipolarité est morte, puisque pour asseoir cette unipolarité, a-t-elle vraiment jamais existé? Parce que si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'on s'est aligné derrière Washington pendant la guerre froide? Il y avait la conscience d'un danger commun, qui n'était pas illusoire. Le monde communisme était en expansion. Alors bon, maintenant, les historiens ont fait leur travail. On voit que finalement, du côté soviétique, on pensait à la même chose. On avait peur d'être envahi par le bloc capitaliste, dirons-nous. Mais globalement, la France renonçait, même le général de Gaulle a soutenu les États-Unis pendant la crise de Cuba. Donc on renonçait à une partie de sa souveraineté, on s'alignait derrière Washington parce qu'il y avait conscience d'un danger commun. Et tout le problème, en fait, de Washington, depuis 1991, ça a été de renouveler le danger. Et donc, on a eu le paradigme de la fin de l'histoire, et puis ensuite celui du terrorisme, et puis ensuite choc des civilisations. Voilà, exactement. Donc, on a eu différents paradigmes, mais le fait est, c'est que c'est pas naturel, parce que le danger, il n'est pas réel, en fait. On ne peut pas nous faire croire qu'on est menacé. La France, on essaie de nous faire croire qu'on est menacé par la Russie, mais la Russie a bien d'autres chats à fouetter que d'envahir la France ou l'Allemagne, ou même la Pologne. Mais... et donc, c'est pour ça que je pense que finalement, l'unipolarité n'a pas vraiment existé. Parce que Washington n'a pas réussi à renouveler cet alignement consenti. Il n'y a pas besoin de pervertir les élites françaises comme c'est le cas maintenant, ou allemandes, parce qu'il y avait un réel danger. Et en fait, à partir du moment où ce danger réel a disparu, eh bien... Sans l'unipolarité, c'est toujours quand même il faut à tout système un ennemi. Donc c'est unipolarité est toujours une forme de bipolarité. C'est schmittien, hein, le rôle du politique, c'est de désigner l'ennemi. Julien Freud ou Schmitt, bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est ce quoi on a assisté. Donc finalement, là, je pense que l'unipolarité a à peine existé. On peut dire que 91, 99... Voilà, les guerres de Yougoslavie, jusqu'à l'OTAN, le bombardement du Kosovo, donc qui sont faits en toute illégalité, hein, il n'y avait pas de mandat. Encore il pense être les gendarmes du monde. On est dans le droit d'ingérence, on est quand même dans cette logique d'un droit international public unipolaire. Et vous avez la crise en Somalie aussi, on oublie celle-là, qui a donné le film La chute du Faucon Noir, où finalement on s'aperçoit que, en fait, pour être une puissance impérialiste, il faut être capable d'envoyer des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats mourir. Sur le terrain. Voilà. Et hors de question depuis le Vietnam. C'est terminé. Le Vietnam, il y a eu 56 000 morts. Ça a été un traumatisme pour la société américaine pendant des dizaines d'années. C'est Rambo. Donc, c'était le sujet de beaucoup de films, les vétérans, etc. Pourquoi est-ce qu'on est allé là-bas? Ça n'avait pas de sens. Le général de Gaulle les avait prévenus dans son discours de Phnom Penh en 1966. Et donc, finalement, ça a été cette remise en cause. Qu'est-ce qu'on allait faire là-bas? Et aujourd'hui, le problème de Washington, c'est qu'ils ne peuvent pas envoyer de soldats. Mais c'est par exemple, on salue le travail sur géopolitique profonde de Laurent Ozon sur les guerres de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, qui serait une reprise en main de l'État justement par rapport à des guerres hybrides de quatrième génération. Ce qu'il pointe du doigt par rapport à ça, c'est que les guerres dites de deuxième génération, où justement il y a un front contre front, il faut envoyer des hommes, elle est peut-être de seconde génération, mais cette guerre de seconde génération, elle tient encore très bien la route face à ceux qui pratiquent des guerres de quatrième génération, où on cherche à aller attaquer de l'autre côté des frontières, à déstabiliser les États. C'est un peu ça, et c'est un peu ce qu'a fait l'Amérique, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec les services au travers le monde, le lancement de printemps arabe, de révolution de couleurs, et qui est Maïdan et qui donne ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que face à ça, la réponse de Poutine, en quelque sorte, de dire de les affronter sur une guerre de seconde génération, c'est là qu'on cale. C'est une plaisanterie, c'est une blague russe. Là, on est dans 20 ans, la Russie a envahi l'Europe. Et donc, il y a 2 officiers russes qui prennent un café en terrasse à Paris. Et il y en a un qui lit le journal et qui dit « Ah, flûte !» Il dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il paraît qu'on vient de perdre la guerre de la communication. Donc, c'est la pire. Voilà, c'est plus Audiard, c'est 2 brutes qui marchent iront toujours plus loin que 2 intellectuels assis. Donc effectivement, moi je prends souvent l'exemple de la guerre de Crimée, celle de 1853.
Les Français donc, se sont mis au service des Anglais et on a envoyé 315 000 hommes. C'est plus que l'armée française aujourd'hui, alors que la France doit faire, je ne sais pas, 30 millions, 35 millions d'habitants. Et on a perdu 95 000 hommes. Voilà, ça, là, on peut être une puissance impérialiste quand on est prêt à ça. Quand la société est prête à ça. Il paraît que la société française, l'armée française aujourd'hui, c'est le colonel Hogarth hier me disait c'est une division. C'est, je vois, de 225 000 soldats, tout compris, la flotte, l'armée de l'air. Mais on est capable de mettre une grosse division. Oui, voilà. Il y a eu la division Daguet à une époque. À l'époque de Daguet, on a mis 12 000 hommes. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse en refaire autant. On pourrait même pas. Le général Schill, je crois, qui est chef d'état-major de l'armée de terre, quand la question s'est posée il y a quelques mois d'envoyer, Macron voulait envoyer des troupes au sol, ça a fait beaucoup rire. Ouais. Et en fait, il avait dit on peut mettre 20 000 hommes en coopération, c'est-à-dire avec l'aide d'autres pays de l'OTAN, et on ne pourra pas les relever. Comme ça. Et en réalité, moi j'en ai parlé avec mes amis, il m'a dit 2000 hommes. 2000 hommes. C'est-à-dire c'est une brigade sur le front, c'est-à-dire que ça ne se verra même pas arriver. Et en plus, de toute manière, aujourd'hui, moi, quand je vois on envoie les Ukrainiens se former en Europe, aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Aujourd'hui, les Ukrainiens connaissent mieux la guerre de haute intensité, auquel ils participent depuis 2 ans et demi, que n'importe quelle armée européenne. Alors oui, on peut leur apprendre à mettre un bandage, un peu de médecine de guerre, peut-être à tirer, mais globalement, sur la tactique, ou les actes élémentaires du combattant qui ont beaucoup changé, puisque désormais il y a la menace des drones en permanence, eh bien, on n'a pas grand-chose à apprendre aux Ukrainiens. Après, ils ont effectivement, de ce que j'ai lu, ils ont un gros problème, c'est que les pertes, contrairement à ce qu'on nous raconte, les pertes ukrainiennes sont énormes, et ce qui fait qu'il n'y a pas de transmission de l'expérience vers les nouvelles recrues, ce qu'il y a en Russie. Et il n'y a pas cet amalgame, en fait, qui fait que d'un soldat qui vient d'arriver, il bénéficie de l'expérience des autres, et donc les pertes, donc en plus c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les pertes diminuent. Là, c'est l'inverse. D'ailleurs, il y a un article dans le Financial Times qui est sorti hier, qui estime, donc Financial Times, c'est pas un agent du Kremlin, qui estime que entre 50 et 70% des nouvelles recrues meurent au bout de quelques jours, une fois mis au combat. C'est terrible. Face aux assauts russes, en fait, ils sont en panique. Voilà, donc il y a un problème de formation, il y a un problème d'âge, la moyenne d'âge est 45 ans. On parle les soldats aujourd'hui, c'est 25-30 kilos de blindage, ils sont hyper protégés. Donc il faut quand même avoir les genoux qui tiennent, le dos qui tient. Donc c'est plutôt un sport de jeunes, la guerre. Oui, bien sûr. Mais les jeunes ne veulent pas y aller. Personne n'a envie. Plus personne ne croit à l'entité kievienne, en fait. Et donc en fait, voilà, les conséquences, on les a. Mais ça n'empêche que les Ukrainiens savent mieux faire la guerre de haute intensité que n'importe quelle armée d'Europe. Ou même des États-Unis. Il faut y croire, par exemple, Xavier Moreau, du fait qu'il y aurait déguisés en mercenaires peut-être des soldats français, des soldats européens de l'OTAN qui seraient en opération actuellement en Ukraine et dont certains d'ailleurs disparaîtraient avec des familles endeuillées. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des volontaires étrangers, c'est officiel. Il y a ce qu'on appelle la Légion, là. Donc il y a beaucoup de Géorgiens, beaucoup de Polonais. Il y a eu aussi des Allemands, il y a des Français. Il y en a certains d'ailleurs qui sont recherchés pour viol. Il y en a un qui est recherché pour viol. Un Français dans la région de Kharkov, en plus, en Ukraine. Et donc, en plus, le témoignage de la jeune femme a été enregistré. Vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, le problème aussi, c'est que voilà, ça attire tous les tarés du monde entier. Il y a beaucoup de Colombiens, parce qu'ils ne sont pas chers. Et deux et en fait ils arrivent, ils se rendent compte que c'est pas une boucherie, c'est pas la chasse aux narcos dans la jungle, c'est une guerre de haute intensité à l'européenne, on va dire. Et donc ils repartent, mais souvent on les laisse pas repartir. Et il y en a 2 qui ont réussi à repartir en passant par le Venezuela. Seulement ils étaient habillés en uniforme ukrainien et avec leur téléphone chargé d'images. Et donc les Vénézuéliens les ont arrêtés, les ont extradés en Russie. Il y a 2 mercenaires colombiens. D'ailleurs, ils les ont extradés en Russie, ça rigole pas. Ah oui, c'est pas la reconduite des OQTF à la frontière. Ah non, là ils risquent de prendre pour 15 ans de prison. Donc c'est des anciens militaires en plus, c'est des pauvres gars. Je les vois là, ils sont complètement dépassés. Ils s'attendaient pas du tout à trouver. En plus, ils ont maltraité en Ukraine. Et donc c'est de la chair à canon. C'est de la chair, mais c'est pas cher.
C'est de la chair pas chère. C'est de la chair pas chère. Donc voilà. Et évidemment, il y a des spécialistes. Et notamment, c'est le cas, Vladimir Poutine lui-même l'a dit, c'est le cas de ceux qui servent les systèmes antiaériens. Pour un système antiaérien moderne, c'est 1 an de formation. Que ce soit côté soviétique, que ce soit côté... Ce sont des armes de très haute technologie. C'est ça. Donc ça, vous n'allez pas... une formation d'ingénieur pour et si vous voyez, utiliser ce genre et d'ailleurs, vous le voyez bien, c'est que dès qu'un nouvel armement est livré, immédiatement, il est opérationnel. Ça, c'est étonnant. Donc ça veut dire que voilà, il y a des spécialistes. Et puis, je pense qu'au niveau je suis même certain, au niveau de l'état-major ukrainien, c'est gavé d'officiers de l'OTAN, c'est sûr. Ça expliquerait pourquoi certains, il y aurait une tendance à faire beaucoup d'officiers de l'OTAN tombent d'hélicoptères. Il me rembalade dans une montagne tout seul. Par exemple, quelle idée pour le général Georges Linde, pour ne pas le citer, en charge pourtant de la reconstruction de Notre-Dame, d'aller se balader tout seul dans une montagne et de ne jamais revenir. Oui, il y a des choses bizarres. Et ça explique aussi, d'ailleurs, à mon avis, peut-être les échecs de l'Ukraine. Notamment, ce qui m'avait frappé, c'est la manœuvre la plus difficile à organiser, si on en croit le maréchal Volmokte, qui était un maréchal d'origine danoise, je crois, mais prussien, qui nous a mis une belle raclée en 1870, qui en avait mis une aux Danois d'ailleurs et aux Autrichiens quelques années avant. Ouais, il disait que on le félicitait en lui disant vous êtes vraiment le plus grand maréchal de tous les temps, etc. Il disait non, il est très modeste, fausse modestie, il disait non, je n'ai jamais commandé la manœuvre la plus difficile qui est la retraite. Et d'ailleurs, Rommel est plus connu pour la retraite d'El Alamein que pour le reste de sa carrière. Et en fait, vous voyez que jamais... Alors là, récemment, c'est un peu différent. Ils ont réussi une petite manœuvre. Jamais l'armée, moi je l'appelle otano-kievienne, n'a réussi à organiser une retraite. Ce qu'ont réussi avec la contre-offensive. Ce qu'ont réussi les Russes sur Kharkov. La retraite s'est faite en bon ordre. Il n'y a eu aucun encerclement, aucune prise de... il n'y a pas eu de reddition massive. Ils ont réussi à franchir. Voilà, et Kiev, en fait, le plus lamentable, ça a été Mariupol, où là, ils ont été complètement coincés. On a vu voilà. Mais ça n'a pas été seul. Et là, en ce moment, vous avez là, maintenant, l'art de la retraite, il vaudrait mieux qu'il le laisse. Le problème, alors, ça s'est un peu mieux passé. Là, j'ai vu récemment à l'est de Kurachovo, sur le front centre. Ils ont réussi quand même à évacuer plutôt en bon ordre. Alors, je pense sans leur matériel. Donc ça, c'est quand même embêtant. Oui. Mais c'est mieux que ce que j'ai vu avant. Mais là, je voyais aujourd'hui, je regardais la carte militaire. Oui. Et en fait, ils se sont fait encercler à Ougledar. Et donc, de nouveau, on a un chaudron complètement hermétique qui est en train qui est en ébullition. Et les Russes sont en train de les détruire. Ougledar, en plus, c'est sur un piton. C'est la forteresse. C'est la forteresse qui tenait le front sud-est. Et si Ougledar tombe, les Russes, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus. Hein. Oui, donc, pas. Et là, maintenant, il y aurait déjà des combats de rue. Hein. Et surtout, on voit d'ailleurs la différence, c'est que, par exemple, souvenez-vous, il y a 1 an, l'offensive ratée kievienne, en fait, donc, ils ont commencé par attaquer, ensuite ils se sont arrêtés, parce qu'ils ont commencé à perdre des chars. Mais c'est ça qui était incroyable, c'est là où on voit que c'est l'OTAN qui est derrière, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de perdre des chars. Mais perdre des chars dans une offensive, c'est tout à fait normal. Vous en perdez 25% au début, vous en renvoyez encore 25% pour percer, et après vous exploitez avec les 50% qui restent. Ouais. Et là, en fait, on a vu que finalement la tactique de l'OTAN, c'était de dire ils vont voir arriver les léopards, ils vont avoir peur, ils vont partir en courant. Et alors qu'en fait, les Russes se sont jetés dessus parce qu'à chaque fois qu'ils détruisaient un char, ils avaient une prime. Oui, donc, il y avait une prime. L'idéal, c'est en l'Abraham. Donc, il paraît qu'au musée, là, il y en aurait un qui serait à Moscou. Mais ça, cette vision de la guerre, c'est l'OTAN, en fait. Ce racisme qui est anti-russe, qui est dans l'OTAN, vient de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais après la Seconde Guerre mondiale, il faut bien comprendre que les Américains, et ils avaient raison, avaient peur de l'Union soviétique. Oui. Et parce qu'ils avaient battu les Allemands, parce que c'était une armée immense, avec une capacité industrielle colossale. Et donc, ils se sont adressés à ceux qui sont quand même le mieux battus contre eux, c'est-à-dire les Allemands. Oui. Et ils ont cru sur parole les mémoires romancées de Manstein, de Guderian, etc. Et donc, qui ont expliqué qu'en fait, on a perdu parce que Hitler était fou et ne nous écoutait pas, ce qui est complètement faux. Hitler avait souvent raison contre ses généraux. Et deuxième explication, parce que les Russes envoyaient des vagues humaines. Le fait que la Russie produisait 20 fois plus de chars que l'Allemagne, plus de munitions,
qu'elle était passée dans une économie de guerre comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Tout ça n'était pas du tout évoqué. L'erreur de l'OTAN, c'est d'avoir finalement repris le mépris allemand habituel pour les Slaves, pour les... Jean Lopez le raconte dans un de ses livres, alors je les ai tous lus, donc je ne sais plus lequel, mais il explique que, par exemple, les généraux soviétiques connaissaient les biographies de tous les généraux qu'ils avaient en face d'eux. Ouais. C'est important de connaître les généraux allemands méprisaient. Ils connaissaient, sans doute Zhukov, et peut-être un ou deux, peut-être Vassilevski, le chef de la Stavka, mais globalement il y avait un tel mépris, et ce mépris, quand vous écoutez par exemple ce que j'ai appelé les gamelins de plateau, comme le général Yakovlev, Richoux, en fait ils sont imprégnés de ce mépris, et ils se permettent de juger D'ailleurs, ils n'auraient même pas le droit de juger ce que font les Ukrainiens, parce qu'ils n'ont jamais commandé des opérations comme ce qui se passe en Ukraine, ça leur est jamais arrivé. Donc déjà, en principe, ils devraient être modestes. Non seulement vis-à-vis des Russes, mais vis-à-vis des Ukrainiens. Et au lieu de ça, il y a cette espèce d'arrogance. Mais même le Goya, l'historien. Le colonel Goya, ouais. Pourtant, c'est un historien de la guerre. Non, mais c'est ça. Il devrait connaître. Lui, c'est les biographies, il devrait les connaître. Bon sang. J'en parle dans mon livre. Il y a une crise de la pensée militaire française. C'est incontestable. Ça a été révélé. C'est-à-dire que vous écoutez ce que dit le général Desportes, qui a commandé l'école de guerre. Vous écoutez ce que dit le général Yakovlev, dont je crois la lecture de théorie tactique, donc qui est son livre, est obligatoire à Saint-Cyr. Vous avez le colonel Goya, qui est une légende de l'école de guerre. Mais oui. Ils se sont complètement plantés. Et là, on est plutôt vers la fin de la guerre, même si ça peut encore prendre du temps. Globalement, là, tout ce qu'ils ont dit depuis le début sur les munitions, Goya, c'est incroyable. Tout ça est faux. Et donc, mais le problème, c'est que ce sont des références. Donc, c'est-à-dire qu'on traverse une crise. Vous savez, nos adversaires. C'est peut-être un peu différent, parce que j'ai l'impression qu'il a un discours à géométrie variable selon le média dans lequel il se trouve. Voilà, c'est un général politique. Donc, Gamelin était le protégé de Daladier. Il n'a jamais représenté une menace, ni pour le régime, encore moins pour les Allemands, malheureusement. Et donc, c'est un peu léger. Le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, le régime veut des Gamelins. Il veut pas ils ont peur de Bonaparte, en fait. Et c'est pour ça qu'ils avaient peur du général de Gaulle. Ils ont peur qu'un militaire arrive et soit un meilleur chef politique que eux. Mais que penser d'ailleurs de Burkhardt qui explique, le chef d'état-major interarmé, que l'Occident doit se préparer à des temps extrêmement difficiles. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, qu'il ait ce pessimisme. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. La fin de l'Occident en tant qu'entité politique dominée par Washington est une bonne nouvelle pour l'Europe. Oui, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle au sens où il nous met dans un entonnoir avec l'inéluctable affrontement? Je ne suis pas persuadé que même lui, c'est quand même quelqu'un de brillant, même s'il est servile. C'est une servilité sans pareil. Oui, il paraît. Le 14 juillet, je le vois. Oui. Mais si vous voulez, ça fait depuis Giscard que les chefs d'état-major sont totalement soumis de manière, je dirais, canine au pouvoir politique. Parce que regardez l'état de l'armée française. C'est bien gentil de faire le fier à bras sur les plateaux de télé ou dans des déclarations magistrales. La réalité, c'est que notre armée est en morceaux. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas un seul chef d'état-major de l'armée française, pas un seul chef d'état-major de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, qui à un moment a donné sa démission en disant « je ne peux pas supporter que le pouvoir politique détruise l'armée ». Et en plus, aujourd'hui, vous voyez, il va falloir faire des économies. Je peux vous dire que le budget de la défense, puisque comme les généraux qui nous commandent sont lâches, ils n'oseront jamais affronter le pouvoir politique. Le maréchal de Mac Mahon, on lui demandait pourquoi il ne s'entourait pas jusqu'en 1977, il était à la tête de l'État. On lui demandait pourquoi est-ce que vous ne vous entourez pas de militaires. Et il a répondu, les militaires ne sont courageux que sur les champs de bataille. Et c'est tout à fait vrai, il y a une absence de courage politique chez les généraux français, et en plus qui ont accepté la position de l'armée française, c'est-à-dire en fait l'armée française c'est la fonction publique qui est chargée de fournir un service de défense, alors que l'armée doit être un des piliers de la société. Et c'est ce qui est en train d'être totalement recréé en Russie, suite à l'opération militaire spéciale. Et au lieu de ça, l'armée française, c'est quelque chose à part. Les gens n'osent plus, ou même on leur dit de ne pas se balader en uniforme. Donc au lieu d'être un pilier de la société, en fait, c'est un service de défense. Et avec des grandes gueules qui passent sur les plateaux de télé, qui n'ont jamais fait la guerre, ou alors des guerres coloniales ou néocoloniales, qui ne leur, pas plus qu'en 1914 ou en 1939, d'ailleurs, ne les ont aidés
à affronter un véritable adversaire. Mais maintenant, quand moi je rigole quand je les vois en treillis, ces généraux avec leurs 5 étoiles, même le treillis, ça devient de la com. On a envie de lui dire, mais retire-le ton treillis, mets ton costard habituel de fonctionnaire militaire. C'est comme Zelensky en survêtement. C'est la même chose, Zelensky en survêtement. Et si je voulais vraiment être taquin, une certaine église, après Vatican II, où le froc, ça sert à rien, mais t'as plus besoin de le mettre. On n'y croit plus, quoi. C'est pas crédible. Donc voilà. Donc il y a une crise grave de la pensée militaire française. Même si je crois savoir, malgré tout, que au sein de l'état-major français, il y en a qui ont pensé correctement à la guerre, qui savaient très bien l'inéluctable défaite de l'Ukraine, l'incapacité de l'OTAN à pouvoir affronter la Russie, même par proxy interposé. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas, on ne veut pas les entendre. Et on ne veut même pas lire leur rapport. Et si vous vous souvenez, il y a eu une fuite, je crois que c'était en Marianne en avril dernier. Oui. Et là, en fait, donc, il me disait ce que pensait réellement l'état-major de la conflit en Ukraine. On avait l'impression de nous écouter. Donc ça veut dire qu'il y en a qui pensent correctement à la guerre, mais ce ne sont pas ces gens qui sont qui enseignent à l'école de guerre, et c'est des gens qu'on ne veut pas écouter et dont on ne veut pas. Mais en tout cas, c'est optimiste, qui existe. Oui, mais ça, il y aura toujours quelque part des gens qui vont penser correctement à la guerre. Le problème, c'est qu'au contraire, déjà eux, si vous voulez. Si on pouvait un jour, un autre pouvoir politique pourrait s'appuyer sur eux, c'est quand même. Tout à fait. Ça, et le problème aussi, c'est une crise de régime, c'est-à-dire que ce qu'attendent les politiques des militaires, c'est qu'ils leur mentent. Et ils savent qu'ils leur mentent, mais c'est ce qu'ils veulent. C'est ce que disait Solzhenitsyn. Ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils continuent à mentir. Et Poutine a appelé ça l'Occident, l'empire du mensonge. Et c'est une réalité. Ils mentent à leurs supérieurs. Et c'est ce que veulent leurs supérieurs. Donc vous imaginez l'espèce de perversion que ça crée. C'est pour ça que on dit que le pire des mensonges, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. Oui. Là, on est en plein dedans, et Burkhard, c'est un homme de cette trempe-là, malheureusement, et chez le chef d'état-major de l'armée de terre ne vaut pas mieux, et ils ont une grave responsabilité. C'est incroyable qu'étant donné vous allez voir, je veux dire, avec la France est au bord du défaut de paiement, donc il va y avoir des économies qui vont être faites. Ça va être sur la loi de programmation militaire. Ça va être sur vous n'aurez pas une démission, pas un seul chef d'état-major. Et ne va déjà Pierre de Villiers. Pierre de Villiers, en fait, il allait partir. Il a démissionné face à Hollande. Ils voulaient tous mettre le képi sur la table, et ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, et même quand il a démissionné, en fait, parce qu'il s'est fait insulter publiquement par Emmanuel Macron, donc c'était la moindre des choses. De toute manière, il allait partir quelques semaines plus tard. Et après, il a écrit un livre qui s'appelle Servir, comme Gamelin en 1948 d'ailleurs, mais belle inspiration. Ah bon, Gamelin a écrit un Servir en 1948 pour expliquer que c'était pas de sa faute, comme d'habitude. Et dans son bouquin, d'ailleurs, c'est une véritable diarrhée. Il explique, il parle donc de tous les présidents qu'il a servis, des ministres, et alors c'est l'école des fans. Et à la fin, il parle de Macron qu'il a insulté publiquement en disant oui, chef extraordinaire. Ah non, mais au niveau du cirage de pompe, et ils sont tous pareils, parce qu'après ils veulent passer en deuxième section, c'est-à-dire c'est une fausse retraite, vous continuez à être payé, voilà. Donc comme ça, ils sont tenus par le régime. Le quart SNCF, vous savez, ça permet de payer que le quart d'un billet. Non, et donc le régime. Et puis l'uniforme, pour quand même, pour le 11 novembre, devant le monument aux morts, c'est bien de pouvoir encore porter l'uniforme. Le régime veut des gamelins, c'est-à-dire il veut des chefs de guerre qui n'en soient pas, et surtout qui n'aient pas d'ambition bonapartiste. Donc ils font monter les gens les plus conformistes, les plus soumis. Sans la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle serait peut-être resté colonel, vous voyez. Et donc voilà, ce sont les événements. Et d'ailleurs, sans la Révolution, Napoléon aurait peut-être été un grand général de l'Ancien Régime, un Souvorov français. Mais voilà, ce sont les circonstances après qui changent les choses. Mais ce qui est grave, c'est que si on a vraiment affaire un jour à une crise qui menace réellement la France, qui va nous commander ? Mais pourtant, c'est souvent, et on voit aujourd'hui l'institution militaire est la dernière institution plébiscitée dans l'opinion publique. Et de loin. Même la police a beaucoup perdu dans Code d'amour. Alors, il paraît qu'ils l'ont retrouvé avec la parenthèse enchantée, enfin bon, j'en doute, des JO Paris 2024.
Mais en tout cas, pour plus de 80%, 85% des Français, dans l'opinion, l'armée, c'est la dernière institution qui tient la route encore. En tout cas, dans l'esprit des Français. Et l'on dit toujours, ah oui, mais l'homme providentiel, eh bien, à plusieurs reprises, et on peut les citer, hein, en effet, il y a Napoléon, il y en a, on pourrait dire Pétain. Oui, évidemment, dans les crises, vous vous tournez vers des généraux. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas qu'en France. Par exemple, Zelensky ne veut pas qu'il y ait des élections parce qu'il a peur de se retrouver face à son ancien chef d'état-major, qui, comme il est un général, eh bien, il sera visiblement élu face à lui. Il est à Londres, il est ambassadeur d'Ukraine à Londres, et on dit que c'est l'homme des Anglais. Donc, le fait est que, voilà, donc, il est tout à fait normal. Eisenhower, qui est chef militaire victorieux, est devenu président, et un bon président, ami de la France en plus. Donc, évidemment que les circonstances difficiles font qu'on a envie de se tourner vers une institution où l'ordre règne en permanence. Et puis, il faut quand même dire, l'armée française, ça fait 1500 ans qu'elle existe. Elle fait partie de notre histoire. Le fondateur le premier, on va dire, qui a initié la natiogénèse de la France, c'était un chef de guerre, c'était Clovis. Donc, en fait, effectivement, là, il y a une longue. La France est le pays au monde qui a gagné le plus de batailles, aussi parce que c'est une des nations les plus anciennes. Peut-être aussi qui a perdu aussi peut-être le plus de batailles, parce que non, pas forcément. Mais en tout cas, on est un peuple guerrier. C'est quelque part dans nos gènes. Donc, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on a tendance à se. La fille aînée de l'Église est un. Oui, non, mais on est la plus belle nation d'Europe, hein, c'est incontestable. On est une des plus vieilles nations au monde. Il n'y a guère que la Chine qui est plus ancienne que nous. Donc voilà, c'est évident. Et l'armée fait partie. La France est faite à coups d'épée, disait le général de Gaulle. Et évidemment que l'armée participera à la renaissance de notre nation, mais pas avec les chefs actuels, ça c'est certain. Vous pouvez pas, si vous voulez, on voit. Je voyais, j'ai des amis, puisque moi, j'ai fait Saint-Cyr, et quand vous avez en fait avalé des couleuvres pendant toute votre carrière. On disait, bon, là je vais me taire, mais dès que je serai à ce grade-là, je vais taper du poing sur la table. Mais en fait, quand vous avez été lâche toute votre vie. Parce que pour évoluer, il faut, semble-t-il, avoir les étoiles, c'est l'OTAN, et puis les cabinets ministériels. Il y a toujours des gens tellement brillants que même si le régime a peur d'eux, ils sont obligés de les garder. Parce que même la Macronie ne peut pas se passer d'avoir de très bons généraux. Mais au niveau politique, c'est-à-dire chef d'état-major de l'armée, chef d'état-major de l'armée de terre ou de l'air ou de la marine, etc., vous n'aurez jamais des gens trop brillants. Malheureusement, c'est ça. Mais des gens brillants, il y en a, par exemple. Franchement, moi, je suis toujours très impressionné à chaque fois que je le vois, le colonel Hogar, qui est en plus d'une famille avec de nombreux généraux. Oui. Mais voilà, c'est quelqu'un, il a arrêté, il s'est très vite. C'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que le régime ne veut pas de colonel Hogar, d'un colonel Hogar qui tout d'un coup décide que quels que soient les ordres qu'il a reçus, sa mission, son devoir devant Dieu et les hommes, c'est de protéger les Serbes du Kosovo. Évidemment que le régime ne veut pas de ça. Et ça, et moi, je vois très bien quand il y a eu la période en ex-Yougoslavie. Alors moi, je suis arrivé en régiment à la fin, en fait. Je suis arrivé en 96, donc on était plutôt sur la fin. C'était après les accords de Dayton. Et donc, mes amis qui étaient la plupart des officiers que je connaissais, de mon âge, un peu plus vieux, étaient tous pro-serbes. Mais ils me disaient, en revanche, t'as pas intérêt à ce que ça se voit. Et ça énervait d'ailleurs le pouvoir politique, ça a énervé Nicolas Sarkozy quand il a reconnu l'entité terroriste kosovarde. C'est qu'en fait, il sentait quand même une serbophilie, parce qu'en plus, nos militaires sont bien formés. On fait de l'histoire, donc on sait le rôle, la profonde amitié qui lie la Serbie avec la France depuis la Première Guerre mondiale et même avant. Et donc tout ça, en fait, ça ne plaisait pas aux politiques. Et aujourd'hui, le problème et d'ailleurs, il y a eu quelques articles très agressifs dans la presse gauchiste sur le fait qu'il y a un tropisme, notamment dans l'armée de terre, il y a un tropisme russophile. Ce qui est normal, nous sommes des vieilles armées de terre, en fait. Et donc, évidemment, il y a un respect mutuel. Moi, j'ai travaillé dans l'armement, et j'ai vu ça au niveau des ingénieurs. Quand les ingénieurs français, on était sur des projets communs, les ingénieurs français rencontraient les ingénieurs russes, même s'ils ne parlaient pas très bien anglais, ils trouvaient toujours le moyen de communiquer entre eux, parce qu'il y avait un respect mutuel. Ah bon, vous avez fait ça comme ça? Ah oui, ça c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Et vous, etc. Et la tourelle, elle est comme ça. C'était assez... et vraiment, il y avait un respect, une admiration mutuelle. Donc nous sommes deux grands peuples d'ingénieurs, de soldats, et c'est normal que, qui en plus ont une
encore une fois une profondeur historique. Hein. La Russie, la naissance de la Russie aussi, c'est un baptême, c'était il y a 1000 ans. Mais oui. La France, c'était il y a 1500 ans. Donc, ce sont les deux seuls véritables États-nations, j'ai envie de dire, même si c'est un empire, la Russie, elle ne tient que par la force de son État, comme la France. Ce sont les deux seuls pays qui ont réellement été bâtis par leur État. Tous les autres États d'Europe, quand on regarde bien... L'Angleterre aussi, une profondeur historique. Ah oui, mais c'est quand même, la Grande-Bretagne, c'est un empire, et puis c'est plusieurs pays sur une île. Hein. Oui. Mais après, il y a des constructions idéales. La construction de la Russie sur 1000 ans n'a pas été simple. Hein. Non, la France non plus, la construction. Ce qui est comme la France d'ailleurs, la construction s'est faite autour de la dynastie. Hein, c'est les Riurikides qui venaient de la Russie actuelle qui sont descendus à Kiev et dont le dernier descendant était Ivan le Terrible. Et puis ensuite, après une période de temps trouble, les Romanov, les dynasties de Romanov a pris la succession. Mais quand on regarde notamment la première partie sous les Riurikides, ça a été extrêmement difficile, bien plus dur. La natiogénèse russe a été bien plus dure parce que il y avait envahi d'un côté par les Mongols, de l'autre côté par les Polonais, les Polono-Lituaniens, ça a été... mais ils ont réussi et ça les a rendus plus forts. Vous êtes, chers auditeurs, dans le livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie et nous sommes en compagnie de Xavier Moreau durant l'ensemble de cette émission, le cofondateur du site Stratpol, auteur du livre Pourquoi la Russie a gagné aux éditions Stratpol, toujours. Gagner la guerre et c'est le titre de cette émission, Échec et mat entre l'OTAN et la Russie. Chers auditeurs, vous posez des questions et c'est très bien, je suis en train de les compiler, n'hésitez pas à les envoyer. On trouvera un moment en fin d'émission, évidemment, pour poser ces questions à Xavier Moreau. Peut-être maintenant aller vers le théâtre d'opération en tant que tel. Où en sommes-nous au Donbass et puis peut-être aussi à d'autres endroits du front, puisqu'on le rappelle, c'est un front qui s'étend sur plus de 1000 Oui, alors kilomètres. Après vous pouvez retirer la partie du Dniepr puisqu'il ne se passe pas grand-chose, parce que je pense que les deux armées ne sont pas capables de franchir pour faire une offensive, franchir pour faire un coup de main, c'est ce qu'ont fait les Kieviens l'année dernière, ce qui s'est terminé en catastrophe d'ailleurs, et c'était parfaitement inutile. Faire une opération, la bataille du Dniepr, dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 1 million d'hommes côté soviétique, hein, et un peu moins côté allemand, mais ça a été, franchir le Dniepr, c'est du sport. Donc en fait, le front essentiel, il part de la ville de Zaporozhye, on va dire, à peu près, donc au coude est du Dniepr, et ça remonte maintenant jusqu'à Koursk. Sachant que Koursk, c'est vraiment comment dirais-je, un champ de bataille périphérique qui On peut tout de suite en dire un mot, justement. Oui, il semblerait que ça fasse long feu. Même les mainstream le reconnaissent. Oui, mais en fait, à l'origine, c'était pas une offensive, c'était un raid qui visait à s'emparer de la centrale nucléaire de Kourchatov, celle de la centrale nucléaire de Koursk. C'était pas, du point de vue de l'objectif, c'était extrêmement dangereux parce que ça aurait pu provoquer un nouveau Tchernobyl, mais du point de vue stratégique, c'était pas idiot. Parce que c'est vrai que si jamais quelques milliers d'hommes kieviens arrivaient à s'emparer de la centrale, qu'est-ce qu'aurait pu faire la Russie ? Donner l'assaut, bombarder, ça aurait coûté extrêmement cher. Je pense que ce n'était pas un plan du Pentagone. Je pense que même que les affaires étrangères américaines n'étaient pas au courant. On voit le temps d'ailleurs de réaction. Pendant 48 heures, c'était soit la stupéfaction dans les médias américains notamment, soit la désapprobation. Avec ce malheureux Biden qui dit je ne sais pas ce qui se passe. Mais en fait, oui, je pense qu'en fait la CIA savait ce qui se passait, le MI6 savait ce qui passait, donc mais pas le Pentagone. Pas les informations. Et en fait, c'était comme de toute manière la guerre est perdue pour Kiev, ils n'ont plus rien à perdre. Et ça, c'est ça qui peut être inquiétant. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est surtout que des services tels que la CIA peuvent se on voit qu'ils dissocier totalement. On voit ce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qui est intéressant, c'est d'après ce qu'on dit, d'après ce qu'a dit le général Abtialaoudinov, qui est le général tchétchène qui commande les unités qui ont organisé tout de suite la contre-offensive sur Koursk, d'après les prisonniers qu'ils ont fait, la centrale devait être atteinte le 11. Et donc, à partir du moment où il était clair qu'elle ne serait pas atteinte, puisqu'ils ont progressé au maximum de 20 km, et la centrale est à une cinquantaine de kilomètres, là, la décision aurait dû être prise de retourner derrière ces... Voilà. Et à ce moment-là, c'est là qu'est intervenu ce biais assez incroyable qu'on voit encore à Ougledar, hein, où là, aujourd'hui, une des meilleures unités ukrainiennes, la 72e brigade, est encerclée. Au lieu de l'avoir évacué à temps, la même chose que Mariupol, en fait, ils sont en train de répéter Mariupol pour la communication. Parce que Zelensky ne voulait pas de la chute d'Ougledar pendant qu'il était
à Washington, à New York, pardon. Et donc, ce qu'on observait... il est allé parce qu'il recherche du... avec son plan de la victoire qui a fait rigoler tout le monde. Hein, et puis parce que, comme le dit Donald Trump, qui a fini quand même par le recevoir, c'est quand même le meilleur commercial du monde. Le gars, il va aux États-Unis, à chaque fois, il récupère 60 milliards. Il est extraordinaire. Je ne sais pas comment on va le recycler, Zelensky, mais à mon avis, il y a des grandes entreprises... et en fait, et là, ce qu'ils ont fait, c'est que... Quel formidable VRP. Ils ont prélevé 3 unités, la 82e, la 80e et la je ne sais plus combienième brigade, parmi les meilleures, pour lancer ce coup de main. C'est un coup de main à Koursk et ça a complètement échoué. Et là, visiblement, ils ont encore essayé là, ces 10 derniers jours de lancer des offensives. En plus, maintenant, tout est filmé. Donc, on voit, en utilisant le matériel occidental qui a été donné, qui a brûlé littéralement sur place sous les coups des drones et de l'artillerie russe. Vous imaginez que pendant 2 ans et demi, les Russes vont chercher les Ukrainiens dans des lignes fortifiées, profondément fortifiées. Et puis, tout d'un coup, ils les voient apparaître dans la région de Koursk, où il n'y a rien, complètement à découvert. Et d'ici tout à fait. Et d'ici un mois, il n'y aura plus de feuillage. Ah oui. Alors que les Russes contrôlent totalement le ciel. On bombarde ce qu'ils veulent. Et contrairement à la contre-offensive, à l'offensive ukrainienne de l'été dernier, ils ont désormais les bombes planantes qui leur permettent de balancer des bombes de 3 tonnes, jusqu'à 3 tonnes sur les concentrations ukrainiennes. Et donc tout d'un coup, la décision a été prise de lancer des grandes offensives comme ça dans la région de Koursk. Et ça a été un carnage, un véritable carnage de matériel. Tout ça est parfaitement documenté. Donc voilà. Je profite peut-être de ce moment de parler des bombes planantes, des armes en général, parce qu'on nous avait rabattu les oreilles au moment de la fameuse contre-offensive. Je me souviens encore d'Acier, qui dit maintenant on va voir ce qu'on va voir, hein, les armes modernes de l'OTAN, ça va être une autre histoire. On a vu. Hein. Est-ce qu'on peut dire à l'inverse qu'il y a une avancée technologique aujourd'hui de la Russie par rapport à l'OTAN? À ce point, je pense que technologiquement, ils sont à peu près au même niveau. La grande différence, c'est la capacité de production. Et le fait que, si vous voulez, une bonne arme, c'est quand je travaillais dans l'armement, j'en avais parlé avec un Russe qui m'avait dit, une bonne arme, en fait, c'est d'abord un cahier des charges, c'est-à-dire que veulent les militaires. Alors les militaires, ils veulent un char qui vole et qui flotte, qui est sous-marin, etc. Évidemment. Après, les ingénieurs disent, ah oui, c'est intéressant, pas sûr qu'on puisse le faire voler, mais on peut faire ça, on peut faire ça. Ensuite, l'industriel dit, oui, tout ça c'est très bien, mais si vous voulez qu'on ait une production potentiellement de masse, ça devrait être des critères, et pas trop cher, il faut ça. Et après, il y a le financier qui dit, de toute manière, l'enveloppe, c'est celle-là, donc débrouillez-vous. Et après, eh bien, c'est un compromis entre ces quatre acteurs. Donc le financier doit faire un effort quand le militaire lui dit non, là vraiment on a besoin d'avoir ce truc pour protéger des drones par exemple. Ok, bon, je rajoute ça. L'ingénieur doit se calmer de ne pas vouloir faire le truc, le prototype fantastique mais qui ne resterait qu'un produit. Et l'industriel doit faire un effort pour optimiser la production. C'est ça en fait une bonne arme. Par exemple, le VBCI, je pense, le véhicule blindé d'infanterie français, est une bonne arme. C'est des sous-ensembles militarisés de camions, c'est Renault Truck, en fait. Donc, c'est un bon... D'ailleurs, les Russes étaient très intéressés par le VBCI à l'époque. Donc, c'est vraiment un bon véhicule. Et les Russes aussi ont réussi des belles choses. Et ce dont on s'aperçoit dans ce conflit, c'est que l'OTAN a fait de graves erreurs de conception. Les chars sont trop lourds. C'est intéressant, c'est que c'est les mêmes erreurs que l'armée allemande. Par exemple, le Tigre ou le Panthère, effectivement un canon extrêmement puissant, mais ils étaient trop lourds, compliqués à réparer, compliqués à entretenir, compliqués à remorquer. Et en fait, on s'est aperçu que sur le terrain ukrainien, ils avaient tous ces défauts, notamment pour emprunter les infrastructures civiles. Mais c'était déjà le cas et on le savait parce que lorsque, par exemple, la Pologne a commencé à se doter de chars allemands, donc les Léopard 2, il y a eu des rapports qui ont été faits par l'OTAN. Il y a aussi des rapports des compagnies de camions qui disent mais les infrastructures polonaises, les ponts notamment, ne sont pas adaptés. Et le Leclerc aurait été meilleur? Oui, le Leclerc, même il a un peu grossi depuis le début, mais là il fait 55 tonnes, c'est 10 tonnes de moins que le Léopard. Et puis c'est comme le choix qui a été fait par les Soviétiques, c'est un équipage de 3 hommes avec rechargement automatique. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de chaîne de production. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas nos Leclerc? Je pense que Macron, lui, m'a dit parce qu'on n'en a plus. J'ai visité les usines de Nexter. Là où on produisait le Leclerc, maintenant on produit le VBCI. Mais si vous voulez, les Russes, quand ils
quand ils ont une ligne de production pour produire un char, ils ont à côté la ligne de production pour produire le véhicule de combat d'infanterie et ensuite le véhicule de transport d'infanterie. C'est pas une chaîne de production qui est démontée pour en remettre une autre. Donc c'est toute une conception, c'est-à-dire que l'armée, le complexe militaro-industriel français est remarquable. Vraiment. De ce qu'il reste. Oui, mais malgré tout, parce qu'on est vraiment un peuple d'élite, donc il reste des ingénieurs, le problème, c'est qu'on est une armée de prototypes. Et donc, si demain, par exemple, pourquoi est-ce qu'on doit faire un char avec les Allemands, alors que le Leclerc a été conçu pour être modulable, et donc on pourrait en principe le moderniser. Et en plus, on n'a pas besoin, étant donné là où on peut utiliser nos chars, on n'a pas besoin de créer quelque chose de complètement différent. De toute façon, il ne faut jamais faire les choses avec les Allemands. En plus, ils sabotent les projets. Ils sabotent les projets. Et en plus, heureusement, grâce à Dassault, on est sorti de l'Eurofighter, qui est un mauvais avion, qui n'est pas multirôle, contrairement au Rafale. En plus, notre Rafale, on peut le faire décoller d'un porte-avions. Ça a marché parce que c'est un projet franco-français. Et aujourd'hui, c'est un succès commercial, malgré la pression de Washington pour empêcher le F-35 qui, paraît-il, est problématique. C'est l'avion le plus cher du monde. C'est un cercueil volant. Enfin, je veux dire, monoréacteur qui était censé tout remplacer, y compris les avions d'attaque au sol blindés comme les excellents Fairchild A-10. Donc, encore une fois, là, vous voyez, par exemple, c'est le déséquilibre entre les quatre. C'est-à-dire que là, vous avez l'industriel qui va dire je vais vous faire un truc génial, vous occupez pas, vous inquiétez pas. Et puis après, il livre, c'est too big to fail. Donc, ça a coûté tellement cher, je crois que c'est 1500 milliards de dollars, le projet F-35. Donc, ça fait un matériel extrêmement cher, qui en plus est mal foutu. Et donc, mais comme Washington peut mettre la pression sur ses alliés, eh bien, vous voulez être un ami de Washington, il faut acheter du F-35. Je pense que lorsque les Polonais ont acheté du F-35, l'armée de l'air russe a dû sabrer le champagne. Oui. Mais parce que il y a ce déséquilibre à cause, bien sûr, du lobby militaro-industriel aux États-Unis, dont parlait le président Eisenhower en 1952, je crois. Oui, bien sûr. Voilà, donc en fait, là, c'est eux qui ont décidé. On n'a pas demandé l'avis, ou très peu, des militaires. On n'a pas. Les ingénieurs se sont fait plaisir. Et puis, le financier n'a rien dit. Il voyait la facture monter et grâce au lobby organisé par les industriels, le financier a rallongé l'enveloppe. Donc, il n'y a pas eu cet échange qu'il doit avoir entre un budget clair, des lignes rouges budgétaires, etc. Mais il y a un tel écart quand même entre le budget russe pour les consacrer aux armées et ce que l'OTAN consacre. Le budget, on ne parle même pas de l'OTAN, le budget américain, c'est plus que la somme de tous les autres budgets dans le monde. Oui. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est la parité de pouvoir d'achat. Ça dépend du cours du rouble. Le rouble, et c'est de tout l'intérêt de la Russie, est faible. Comme la Russie produit quasiment tout ce dont elle a besoin, plus le rouble est bas, plus le budget russe qui en profite est alimenté, et plus l'industrie russe est compétitive. Donc, contrairement à ce que j'entends, le rouble bas, c'est très bien. C'est très bien pour la Russie. Donc ça fait que ce qui compte, c'est la parité de pouvoir d'achat. Oui. La Russie paye à peu près autant ses militaires que la France, oui. Sauf que en parité de pouvoir d'achat. Oui, en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, en gros, avec 1000 € à Moscou, vous pouvez acheter entre 2 et 3 fois plus de choses que vous achetez c'est à Paris. l'équivalent de 2 ou 3 000 €. Et donc ça marche aussi dans l'armement, dans la mesure où, en plus, la Russie importe très peu de sous-ensembles. Il y a des sous-ensembles chinois, mais il y en a aussi dans l'armée américaine. Donc tout le monde est dépendant de la Chine, en fait. Oui, l'Amérique. La grande découverte de 2024, ça a été, pour les Américains, en fait, ils ne peuvent pas sanctionner les entreprises chinoises qui fournissent les Russes parce qu'ils s'approvisionnent aussi. Donc, ça veut dire que leur complexe militaro-industriel cesserait de fonctionner s'ils sanctionnaient les sociétés chinoises. Donc la réalité, c'est ça. Et donc le complexe militaro-industriel, contrairement aux complexes militaro-industriels occidentaux, sont faites pour pouvoir produire en masse. Imaginez une usine, par exemple une usine de munitions, où vous avez une grande usine, en temps de paix, vous en avez 20% qui fonctionnent, mais vous avez les machines-outils à côté, vous recrutez, vous formez, et au bout de 3 mois, et c'est ce qui s'est passé en Russie, vous passez en cadence de guerre de haute intensité. Nous, on ne peut pas le faire. Les Américains ne peuvent pas le faire. Ils ont découvert qu'ils ne produisaient pas de poudre à canon. Le Cornio aussi a découvert qu'il ne produisait pas de poudre à canon. Et à côté de ça, s'est ajouté un autre problème, c'est l'énergie.
Et dans la Bundeswehr, donc l'armée allemande, il y a quelque chose qui me choquait quand j'étais militaire, il y a un syndicat. Et en fait, finalement, c'est très bien. Et il avait donc c'est le colonel Wünster, je crois, qui avait donné une interview à la télé allemande, à la ZDF, en 2022, et qui avait dit tout ce qu'on est en train de donner à l'Ukraine, on ne recomplétera pas nos stocks au même prix. Parce que le prix de l'énergie a été multiplié par 4. Les matières premières ont été multipliées par 4, etc. etc. Et le New York Times, à la fin de l'année 2022, a publié un article, en décembre 2022, a publié un article. Il dit, écoutez, c'est simple, un obus de 155 mm OTAN, c'est $6,000. Un obus de 152 mm russe, c'est $600. Donc c'est pareil, même les aides qui sont données, il faut bien comprendre qu'on est quelquefois dans des rapports de 1 à 10. Donc, notamment pour les munitions. Et on était à la fin 2022. Donc imaginez, avec l'augmentation encore du coût de l'énergie, des matières premières, etc., à quel prix on en est. Et en plus, le complexe militaro-industriel russe, l'actionnaire principal et qui décide de tout, c'est l'État. Et par exemple, donc, Chemezov, qui dirige le Rostechnologie, donc qui englobe tout ça, a dit tant que c'est la guerre, on vend à prix coûtant et il n'y aura pas de distribution des dividendes. Mais ça, Lockheed Martin et Boeing, c'est hors de question. Eux, ils veulent des distributions de dividendes. Donc en fait, la Russie peut tenir les prix le temps de la guerre, ce que ne peut pas faire l'OTAN. Et en plus, en Russie, par exemple, c'est pas l'offre et la demande qui fonctionne. Par exemple, l'Iran devait acheter des avions, des Sukhoi 35. Ils n'ont pas été livrés. Alors, c'était pas officiel, mais tout le monde le pensait. Mais aujourd'hui, la Russie, quand elle produit un Sukhoi 35, ça va sur le front. Ah oui. Tant pis pour les dividendes. Donc ça c'est donc en fait par exemple pour les obus de 155 mm sont soumis à l'offre et à la demande. Donc ce qui fait qu'en plus, comme il y a une quantité limitée, eh bien les prix peuvent varier et plus vers le haut. Alors que le 152 mm, s'il était à $600 en 2022, il est à $600 en 2024. Et c'est pas le cas du 155 mm. Il y a eu d'autres articles, on en parlait même de $8,000. Donc quand on les voit signer les obus là actuellement, c'est cher la signature. C'est cher la signature. C'est cher la signature. Merci. On se retrouve tout de suite, Xavier Moreau, après ce court bobino. De Radio Courtoisie, vous êtes dans le libre journal de géopolitique profonde et nous sommes en compagnie de Xavier Moreau, l'auteur aux éditions Stratpol de Pourquoi la Russie a gagné. Et Stratpol dont il est cofondateur, avec des bulletins, je crois. Hebdomadaires. Hebdomadaires. J'ai produit un peu tard, j'ai mis en ligne à minuit. Parce que je suis à Paris, donc c'est complètement désorganisé dans mon emploi du temps. Donc voilà. Mais il est en ligne, 45 minutes. Bon. Avec la carte des opérations à jour. Eh ben, alors... Enfin, à jour, je regardais ce matin la ligne de front, les Russes ont encore progressé. Donc ça change beaucoup par rapport à 2023. C'est que chaque semaine, je bouge la ligne de front vers l'ouest. Oui, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé pendant un moment, ou pas grand-chose, et puis qu'il y a une accélération actuellement. En fait, en 2023, on a eu quoi ? On a eu au début de l'année la prise de Bakhmut. Oui. Artyomovsk, maintenant pour donner les noms russes de ces villes. Donc et puis il y a eu l'offensive ukrainienne, mais qui n'a quasiment pas bougé la ligne de front, puisqu'elle a échoué. Et puis à partir de novembre, vous avez le début de la contre-offensive russe, pour le coup, mais qui avance doucement. Depuis novembre 2023, la carte change toutes les semaines, mais c'est pas... Là où ça commence vraiment à changer, c'est après la prise d'Avdiivka. C'est-à-dire que là, Avdiivka était le nœud de la défense kievienne, puisque en fait, elle avait été construite depuis 2014 quasiment, et en s'appuyant sur les villes, les usines, les coqueries, les mines de charbon. Donc ça faisait un réseau, mais donc qui était lié à ces infrastructures. Contrairement aux lignes de défense russes dans le Zaporozhye, qui ont été construits de manière parfaitement rationnelle en appliquant la méthode soviétique, en y ajoutant les nouveautés, c'est-à-dire les drones, les dents de dragon. Il n'y avait pas de dents de dragon à l'époque soviétique, ou l'aviation légère, donc ils pouvaient détruire jusqu'à 12 km les chars otano-kieviens. Là, le choix qui a été fait par Kiev, c'était la recommandation d'ailleurs de Brzezinski 2014, après la prise de la Crimée. Il a dit, pour battre la Russie, il faut lui faire la guerre dans les villes pour l'épuiser. Et donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais le problème, c'est que leur ligne de défense était conditionnée à ces grandes villes. Et vous aviez une ligne de défense nord-sud, et tout aboutissait à Avdiivka. C'était
à cause de la manière dont l'urbanisation de la région. Donc vous aviez la ligne qui faisait Popasna, Avdiivka, Bakhmout, Avdiivka, et Konstantinovka, on va dire Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Avdiivka. Mais à partir du moment où vous avez pris Avdiivka, il y a tout qui se débloque. Et depuis donc, février de cette année, au moment où était pris Avdiivka, là, ça a été une progression hebdomadaire très impressionnante. Oui. Et en plus, c'est le cas des guerres, il y a des grands généraux qui apparaissent. Souvenez-vous de ce nom, Mordvitchev, le général Mordvitchev qui commande le front centre. Lui, en plus, il a une tête de russe très, très brutale. il a de l'avenir. Quand vous le voyez à côté Yakovlev, Goya ou Richoux. C'est pas le même, ils sont pas de la même race. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la guerre, ou est-ce que c'est de la propagande? On avait l'impression que les généraux russes sur le front étaient ciblés et même tués. On n'en entend plus du tout parler. Déjà, au début de la guerre, ce sont les Russes qui sont à l'offensive, donc c'est normal qu'il y ait des pertes. Ensuite, les généraux russes, ils ont 10 ans de moins que nous. Moi, je vois par les gens de ma promotion, j'ai 53 ans le mois prochain, les gens de ma promotion ont commencé à devenir généraux pour les plus brillants ou les plus serviles. Vers cet âge-là. Voilà, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà, 51 ans. Donc, alors qu'en Russie, les généraux, Mordvitchev, je crois qu'il a 40 ans. Donc, ils ont des chefs plus jeunes et ensuite, qui s'exposent plus. Ça, c'est dans à mon avis, c'est eux qui ont raison. Hein. Napoléon, la campagne d'Égypte, il avait quel âge? Voilà. Donc voilà, je dirais, c'est les bons restes de l'Union soviétique. Et donc vous avez donc une nouvelle génération. Et donc ce général Mordvitchev, il a organisé une offensive de manière magistrale. Après Avdiivka, en fait, les Ukrainiens, les Otano-Kieviens, pensaient qu'ils pourraient réussir à arrêter la progression russe sur Otcheretino. Mais déjà, la prise d'Avdiivka s'est passée extrêmement mal pour les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ils se sont fait encercler, ils ont complètement raté leur retraite. Ils ont envoyé, c'est intéressant d'ailleurs, une brigade issue de Azov, le mouvement. Voilà. Il y a un auditeur qui demande que devient justement la fameuse division Azov dont on nous rabattait les oreilles, entre autres avec. Elle se bat très mal. Elle est plus douée pour le viol et le pillage que pour le. Ce qui n'est pas le cas de toutes les brigades bandéristes, mais Azov est particulièrement mauvais, et notamment à Avdiivka, ils ont été envoyés en renfort pour tenir. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais une usine qui était au nord de la. Et quand ils ont vu la densité des bombardements russes, ils sont partis. Voilà. Et on les voit d'ailleurs souvent, ils font beaucoup de clips sur des zones de combat annexes, qui ne sont pas importantes, mais où alors ils font des beaux clips, c'est qu'ils faisaient des très belles manifestations au flambeau dans Kiev. Et là, c'est pareil. Donc en fait, c'est une unité politique. Donc les soldats j'ai pu interroger des prisonniers d'Azov. Ils sont mieux payés. Ils ont un statut, ceux qui étaient stationnés à Mariupol notamment. Et après nous avoir promis qu'ils tiendraient jusqu'au bout, finalement, au bout de 2 mois, ils se sont rendus. La Russie s'est emparée, il faut bien se rappeler, il y a 2 ans et demi, la Russie s'est emparée du premier port industriel qui représentait 20% du PIB ukrainien, le deuxième port ukrainien derrière Odessa, en 2 mois. En 2 mois. Et on entendait Azov, là, des vidéos en permanence, merci Starlink, on tiendra jusqu'au bout. En fait, ce sont de mauvais combattants. Pour l'instant, Azov n'a montré aucune qualité. En revanche, vous avez des belles unités. Hein. Je parle d'Azov, mais vous avez des belles unités. J'ai cité la 80e, la 82e, que Zelensky sacrifie à Koursk, la 72e qui est bloquée à Ougledar, oui. Qui va être obligée soit de se rendre, soit va être écrasée sous les bombes. Donc voilà, c'est. Ils ont montré aussi, en revenant sur l'aspect militaire des choses, ils ont montré, les Russes, une capacité de résilience et d'évolution dans leur armement, entre autres ces énormes bombes planantes. Et ça, on ne peut rien y faire. Il n'y a pas d'antimissile, de contre-missile. On en revient à ce que je disais, ça ne coûte pas cher. C'est une bombe planante. Alors maintenant ils en produisent de série avec le capteur GLONASS, hein, c'est le GPS russe, et les ailerons qui leur permettent de dériver jusqu'à 70 km. A priori, ils ont même maintenant développé des boosters qui permettent même de dériver sur plus de 100 km. C'est énorme, c'est comme un missile. Et surtout, ça tombe comme une enclume. En fait, ça leur permet de prendre des vieilles bombes soviétiques. Ils rajoutent des modules, capteur GLONASS devant, aileron. D'après ce que j'ai lu, ça coûte 400 000 roubles. Ça fait 4 000 euros. Pour 4 000 euros, vous transformez une bombe soviétique que vous ne saviez pas que faire, de 3 tonnes,
en un missile qui arrive à quelques dizaines de mètres près, ce qui pour une bombe de 3 tonnes peut être considéré comme d'une grande précision. Oui. Donc en fait, le succès, c'est typique de la production russe, c'est-à-dire c'est pas cher, c'est hyper efficace, et on peut en avoir dans des quantités quasi illimitées. Il paraît qu'ils ont des drones filaires aussi pour éviter le brouillage, qui fait qu'avec le fil, ils ont des rien à faire. La fibre optique, vous le voyez d'ailleurs, la qualité de l'image, en fait. Et ils ont une guerre électronique, ils ont toujours été les meilleurs en guerre électronique. Quand vous lisiez, moi j'ai toujours été dans l'armement, donc ça m'a toujours intéressé, dans la revue américaine, les revues américaines anglo-saxonnes spécialisées, ils disaient tous on est à un retard énorme dans la guerre électronique, c'est pas, voilà. Et donc ils ont des gros avantages, ils ont vraiment des niches où ils sont extrêmement bons. Et puis maintenant les hypervéloces, les voilà, hypersoniques. Après voilà, les missiles hypersoniques qu'on ne peut pas arrêter, voilà, ils ont 10 ans d'avance. Et donc eux ils tirent, en plus ils tirent des missiles de croisière, parce qu'en fait vous avez des missiles balistiques, donc qui en fait acquièrent leur vitesse hypersonique en descente. Oui. Donc là il y en a beaucoup qui sont hypersoniques, en fait on estime l'hypersonique c'est Mach 6 en fait. Donc par exemple les Houthis ont tiré un missile hypersonique sur Israël, mais c'est un missile balistique. Les Russes, eux, ont des missiles de croisière, c'est-à-dire des missiles qui ont une trajectoire horizontale au ras du sol, qui manœuvrent, voilà, et Kinjal, les Kinjal, les Tsirkon, qui sont des missiles anti-navires. Et je peux vous dire que si jamais la France donnait l'autorisation d'utiliser des missiles sur le territoire russe, j'espère que Macron aura évacué le Chevalier Paul de la mer Rouge, parce que je pense que c'est le bateau de transmission qui fait d'ailleurs une mission tout à fait courageuse en mer Rouge, puisque ils ont récupéré il y a 4 semaines un équipage de tankers qui avait été détruit par les Houthis, parce que les Houthis détruisent tous les bateaux qui passent par le canal de Suez, qui sont liés à Israël. Et donc la flotte américaine a été déployée. Aujourd'hui, elle est partie. Elle a été battue par les... C'est pas moi qui le dis, c'est dans The Telegraph, ou c'est Bloomberg qui disait la flotte américaine a été battue par les Houthis en mer Rouge. C'est pas qu'elle a été détruite, mais ils peuvent pas rester. Oui, mais pour l'instant, ils ont encore des missiles assez rudimentaires. Mais si tout d'un coup, par exemple, on donnait l'autorisation d'utiliser le Scalp sur le territoire russe d'avant, en profondeur, voilà, d'avant 2002. En le débridant. Bon, après, profondeur, c'est 300 km, c'est pas non plus. Mais cela dit, dans ce cas, j'espère que Macron aura donné l'ordre à la flotte française d'évacuer la mer Rouge. Parce qu'il est fort probable que tout d'un coup, les Houthis aient des missiles de croisière anti-navires hypersoniques. Et là, on ne peut rien faire. Tiens, même supersonique, on peut rien faire. Une auditrice qui nous demande d'ailleurs qu'est-ce que devient le Charles de Gaulle, notre porte-avions. Encore en réparation, il est où là? Non, le problème c'est qu'un porte-avions, alors je ne suis pas marin, mais je crois que c'est 6 mois en mer, 6 mois de maintenance. C'est ça. Et de temps en temps, c'est même plus longtemps que ça de maintenance. Le problème du Charles de Gaulle, c'est que c'est un excellent avion. On est les seuls avec les Américains à avoir des porte-avions nucléaires, avec un système de catapultage. Donc on peut envoyer des avions chargés. Le Rafale en plus peut emmener 1,5 fois son poids. Enfin, c'est dingue, de technologie, c'est remarquable. Mais on n'en a qu'un. Un porte-avions, vous devez en avoir 2 pour qu'il y en ait toujours un en mer. On avait le Foch. Voilà. Donc il faut en avoir au moins 2 et 3 idéalement au cas où. Et le problème c'est qu'on n'en a qu'un. Donc quand vous en avez qu'un, vous envoyez le Chevalier Paul. Si vous vous souvenez, quand Hollande s'est pris d'une crise qui est de courant à gauche, je vous renvoie à mon précédent ouvrage, le livre noir de la gauche française, Hollande tout d'un coup a voulu bombarder la Syrie. Finalement il l'a pas fait parce que Obama voulait pas le faire. Et puis nous on avait quoi sur place? On avait le Chevalier Paul, précisément ce bateau de transmission qui il va faire grand chose. Ça restera dans cette émission, le Chevalier Paul. Moi, je ne le connaissais pas. Non. Non, mais d'ailleurs ils ont sauvé donc un équipage de tankers. Il y avait des Russes dedans, un équipage civil. Ils ont sauvé 3-4 Russes. Si la France avait été un peu maligne, elle aurait pu communiquer là-dessus. Ça aurait été... Mais ils veulent pas en fait. Tout ce qui pourrait nous rapprocher de la Russie. Mon Dieu. Est mis de côté. Alors sur le terrain, si cette ligne Maginot cède, qu'est-ce qui va se passer? Donc Kursk, voilà, c'est réglé. De toute manière, là, a priori, les unités l'unité d'élite, la 72e brigade, est en train d'être retirée pour être remplacée par de la défense territoriale. Donc c'est des malheureux mobilisés qui tiendront pas le choc face aux assauts russes. Donc je pense qu'ils ont renoncé à Kursk. Simplement le truc c'était qu'il fallait tenir jusqu'à la visite de New York. C'est comme Glédar en fait. Et donc le reste, en fait, ce que fait la Russie, c'est la stratégie qu'elle a adoptée,
je pense, en juillet 2022. C'est-à-dire, j'ai comparé ça à l'offensive Broussilov en 1916. Broussilov, en fait, rompt avec la mauvaise habitude des généraux russes de lancer des vagues humaines à l'assaut, comme nous on a fait en 1914-1915. Hein. Le jour noir, 22 août 1914, on a commémoré l'événement, les 80... Eh ben, oui, voilà. 14, donc 1994, c'est 90 ans. C'est ça, non? Mais 1994. Ouais, 1914. Oui, 1914, voilà, non, ça fait 110 ans. 110 ans, voilà. Allez, il y a un corto. 110 ans, on a, du jour noir de l'armée française, 27 000 morts en une journée, en 24 heures. Bref, tout ça pour dire que tout le monde faisait ça. Comme des lapins. Voilà, tout le monde. Alors, les Allemands, non, étaient un peu plus prudents. Mais du côté russe, c'est ce qu'ils faisaient. Donc, c'était des grands. Et donc, les pertes ont été colossales. Et là, le général Broussilov décide d'adopter, face à l'armée autrichienne, une tactique beaucoup plus raisonnable, avec une grosse coordination avec l'artillerie, en jouant beaucoup sur l'effet de surprise et en attaquant sur toute la longueur du front. Et dès que ça cède à un endroit, on rentre. Mais dès que ça résiste, on se met en défense. Et une fois qu'on a pris, tout de suite, on se met en défense. Donc on avance lentement, mais sûrement. Et en 1916, il a détruit l'armée autrichienne. Il n'y a plus d'armée autrichienne à la fin de l'année 1916. Mais le problème, c'est que les autres généraux étaient beaucoup moins performants que Broussilov. Voilà, donc c'était économe en vie humaine. C'était un peu le Pétain russe qui s'est rendu compte qu'il ne fallait pas sacrifier comme ça la chair à canon. Donc, c'est ce que fait Broussilov. C'est ces stratégies que les Russes ont employées. Ils ont aussi beaucoup innové au niveau tactique de l'unité élémentaire, du groupe de combat, en utilisant des motos, des quads pour raccourcir le temps de donner l'assaut, pour pas tomber sous les drones. Enfin, ils ont creusé des tunnels. Alors que les Otanokieviens sont restés un peu sur leurs habitudes, les Russes ont innové tant au niveau opératif, tactique, y compris au niveau le plus bas. Donc à partir on va dire de juillet 2022, c'est la stratégie qui est adoptée. Et le but, avant tout, c'est de détruire l'armée adverse. Le but de Broussilov, c'est de détruire l'armée autrichienne, et c'est ce qu'il obtiendra. Et le problème, c'est que pour les Russes, c'est que l'armée Otanokievienne est très bien enterrée sur ses lignes de défense. Heureusement pour les Russes, qui accélère, c'est l'offensive ratée de 2023, qui non seulement permet d'éliminer énormément de matériel, malheureusement, ces malheureux soldats ukrainiens également, et donc fait gagner du temps par rapport à l'objectif de destruction de l'armée Otanokievienne. Et ensuite, à partir de novembre 2023, là, c'est les Russes qui sont de nouveau à l'initiative, et là, on avance. Comme les Russes ont une supériorité de feu qui est totale, l'arrivée de ces bombes planantes à partir de la fin 2023 également, en fait, tout ça permet petit à petit de détruire les lignes de défense qui ont été construites pendant 10 ans. Une attrition. Voilà. Et ça permet de prendre Avdiivka. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que maintenant, les Russes arrivent dans un espace beaucoup plus ouvert. Et ils peuvent contourner. Alors que, en fait, les lignes de défense qui étaient jusqu'à Avdiivka, vous ne pouvez pas contourner. C'était dense. C'est protégé. C'est vraiment très bien fait. Il y a des tunnels qui mènent entre les différentes positions. C'était vraiment bien organisé. Là, ça a cédé. Tout ça, alors dans le front-centre, ça a cédé. Je pense que derrière Ougledar, il ne doit pas y avoir non plus grand-chose. Et donc là, les Russes commencent à prendre des villes, non pas d'assaut, donc en étant obligés de les détruire, mais en les contournant. L'exemple, c'est Novogorodovka, donc toujours sur le front-centre, juste après Avdiivka, où là, c'est une ville de 15 000 habitants. Les Russes l'ont pris en 4 jours, en l'encerclant. Et aussi parce que la qualité de l'infanterie ukrainienne, à cause des mobilisés, est en train de baisser. Les meilleures unités étaient envoyées faire ce truc à course assez incroyable. Donc en fait, là, c'est tombé. Et là, je vois par exemple, c'est pareil, l'assaut frontal sur le front-centre, il y en a de moins en moins. Ils doivent aller, je ne vais pas rentrer dans des noms qui ne vont rien dire de toute manière à nos auditeurs, mais là, ils doivent avancer et s'emparer encore de localités, et ils essayent au maximum de les encercler, parce qu'ils peuvent le faire. Et notamment, ça a été dénoncé par Marina Bezougla, qui est une députée bandériste, pourtant ukrainienne, qui a montré la carte de l'organisation des fortifications. Elles ne sont pas dans le bon sens. Ils attendaient une offensive sud-nord, et là, ils arrivent par l'Est et ils manœuvrent énormément. Alors que l'armée otanokievienne, la seule chose qu'ils ont su faire, c'est des assauts frontaux. Donc l'assaut le plus
le plus impressionnant, c'est c'est la reprise de la région, du morceau de la région de Kharkov. Donc à l'automne 2022, c'est un assaut frontal à 8 contre 1. Et en fait, la seule chose qui leur a permis de l'emporter, c'était la supériorité numérique. Et l'assaut sur Kherson est un échec complet. C'est parce que les Russes se retirent. Parce que, encore une fois, la Russie a attaqué l'Ukraine à 1 contre 3. Hein. Il y avait 160 000. C'est le chiffre de l'OTAN. 160 000 Russes contre 420 000 Ukrainiens. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on raconte sur les plateaux de télé, c'est l'armée russe qui manœuvre énormément et qui, en plus, au fur et à mesure, s'améliore. Et on manœuvre de mieux en mieux au niveau du groupe de combat, au niveau de la section, au niveau de la compagnie. Et en plus, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est que le ministère de la Défense écoute ce que disent les blogueurs. Donc les ministères de la Défense russes. Là, il y a eu une réunion qui a eu lieu il y a 2 jours, j'en parlerai dans le prochain bulletin. Vous voyez notamment quelqu'un que j'aime bien, c'est Yuri Podoliaka. Donc lui, c'est tous les jours, il fait un point sur la carte. Il est très critique, par exemple, il est très enthousiaste sur le front centre, mais sur le front nord, dans la région de Kupiansk, il dit que c'est n'importe quoi, qu'on perd des hommes inutilement, etc. Et ces gens-là sont écoutés. Ils ont été reçus par le ministre de la Défense, Belousov, alors qu'ils critiquent le commandement russe. Et ça c'est classique chez Poutine. Donc voilà, donc ils sont en fait, contrairement à ce que en fait souvent vous entendez c'est l'armée soviétique, mais dans l'armée soviétique, notamment pendant la Grande Guerre patriotique, c'est un mammouth qui arrive à peine à bouger. Ils sont officiellement, l'armée russe est toujours en infériorité numérique. En été 2022, le ministre de la Défense ukrainien, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, dit « Nous avons une armée d'1 million d'hommes ». Les Russes, ils sont encore à 160 000 hommes. Ils n'ont pas encore mobilisé. Donc, ensuite, là, à la fin de l'année, en décembre 2023, Poutine a dit « On a 550 000 hommes ». Zelensky, en janvier 2024, dit « On en a 880 000 ». Alors peut-être qu'il ment. C'est peut-être déjà plus le cas. Mais ce qui peut être le cas, mais est-ce que sur ces 880 000, ils ont des unités capables de combattre C'est parce qu'en fait, il y a pas. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de l'infanterie, notamment à Kiev. C'est ce qui est le plus dur à avoir. Et surtout, il faut des jeunes, et les jeunes ne veulent pas y aller. Bien sûr. Parce que, encore une fois, c'est 25 kilos de blindage sur le dos, des munitions, etc. Donc, il ne faut pas avoir mal aux genoux. Puis c'est la mort, surtout. Voilà, c'est la mort. Donc, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Donc, en fait, c'est pour que la Russie, qui aujourd'hui domine sur le champ de bataille, qui s'est emparée de plus de 20% du territoire kievien et puissent tenir et continuer à progresser alors qu'ils sont officiellement en infériorité numérique, ça prouve qu'ils manœuvrent mieux. Il n'y a pas d'autre. Il y a la puissance de feu et il y a cette capacité de manœuvre. Et surtout, et encore une fois, par un guerre patriotique, là, la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des débriefs en permanence. À partir du moment où la Russie, l'URSS, l'armée rouge s'est adaptée, il y avait ce qu'on appelle des retours d'expérience, c'était dans l'armée rouge. Et encore une fois, on est sur les bobards qui ont été balancés par Manstein, Guderian. Donc en fait, les Russes sont des abrutis alcooliques qui envoient des vagues humaines. Le terme de vague humaine, je l'emploierai même pas pour l'Ukraine dans cette guerre, parce qu'en fait, finalement, les mobilisés, on les met surtout dans des lignes de défense. Donc on les envoie pas à l'assaut, la baïonnette au canon. Personne ne fait ça. Après, quand vous donnez un assaut, vous avez des pertes. C'est inévitable. Mais la Russie en a très peu, enfin beaucoup moins que l'Ukraine, parce qu'elle a une puissance de feu qui est totalement disproportionnée. On parlait encore dans les médias anglo-saxons de 80 000 morts côté de la Russie. Alors, il y a un décompte assez sérieux qui a été fait par la BBC en russe, effectivement, qui donne 60 000 morts. Donc, ce qui me paraît un chiffre assez raisonnable. Généralement, pour savoir le nombre de blessés, vous faites un x2, x3. Mais après, c'est des chiffres. Voilà. Du côté ukrainien, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a même des chiffres côté Banderis qui sont catastrophiques. Par exemple, Lutsenko, qui est l'ancien chef du groupe parlementaire de Poroshenko, le prédécesseur de Zelensky, procureur général d'Ukraine nommé par Joe Biden parce que le précédent commençait à attaquer son fils. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être un agent du Kremlin et qui a dit en janvier de cette année, il a dit on a 500 000 morts et blessés qui peuvent pas retourner au combat, en fait, blessés graves. Il faut dire la vérité pour que les Ukrainiens prennent conscience de ce qui se passe, qu'ils se mobilisent, etc. Donc c'est des chiffres que lui a avancés. C'est des chiffres qu'on entend chez des spécialistes aux États-Unis comme le colonel McGregor. Moi, en fait, j'ai pris le parti de ne pas donner de pertes. En fait, on n'en sait rien. C'est le brouillard de la guerre. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que depuis, en gros, 2022, j'ai dit, OK, on va regarder la carte. Alors, vous pouvez m'expliquer qu'il y a 3 Russes qui meurent pour un... Vous pouvez m'expliquer que, d'après Zelensky, il y a une supériorité de feu russe de 12 contre 1.
vous m'expliquez que les Russes perdent 3 morts contre 1 Ukrainien. Ok, pourquoi pas? Et dans ce cas, si les pertes sont à ce point-là, pourquoi est-ce que la Russie continue à avancer? C'est pour ça que moi je me fixe sur la carte militaire. Après, on peut me raconter n'importe quoi autour. D'accord, bon ok, ils ont perdu 3 fois plus d'hommes, et on le saura à la fin de la guerre en fait combien il y a de morts. Je pense que les Ukrainiens, mais je ne peux pas le documenter, ont beaucoup plus de morts que les Russes. Ils ont essayé de faire revenir aussi tous ceux qui étaient partis tout de suite au début de la guerre ces derniers temps. L'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. On est vraiment surpris, on est étonnés. Non, malheureusement, ce qu'on pourra peut-être avoir, c'est en janvier, c'est ce qu'avait dit Poutine. Ils vont garder Zelensky jusqu'en janvier 2025 pour qu'il prenne une loi pour qu'en fait soit appelé sous les drapeaux toute la classe d'âge de 18 à 25 ans. Donc là, ce sera terrible. Mais cela dit, je pense que là aussi, ça peut provoquer. La mobilisation se passe très mal en Ukraine. Et il pourrait y avoir des réactions de la population, y compris à l'ouest de l'Ukraine, qui est le cœur du bandérisme. Xavier Moreau, il reste que 12 minutes. Et il y a des questions d'auditeurs. J'ai dit qu'on allait vous poser ces questions. On terminera par les questions des auditeurs. J'ai encore 2 éléments. D'abord, la prospective de l'évolution du front éventuelle. On vous garde jusqu'à la fin de cette émission. Quelle est votre prospective d'ici l'hiver? Après, je vous poserai une question spécifique sur la Crimée et puis on aura les questions des auditeurs. D'ici l'hiver, alors voilà, en 2022, j'avais fait quelques pronostics qui ne se sont pas avérés, donc, parce que je n'avais pas tous les éléments, et je me suis trompé. Donc je vais essayer d'être plus prudent. Je pense qu'on peut raisonnablement... là, je pense que Wuhledar va tomber dans les jours qui viennent. Donc on va avoir une progression, je pense, assez significative sur le front sud. Sur le front centre, je pense que les Russes vont prendre pied à Pakrovsk, donc ce nœud, ou en tout cas dans la banlieue de Pakrovsk, comme ça leur permettra de continuer l'assaut même pendant l'hiver, même quand les terres seront au début de l'hiver, quand les terres seront détrempées, quand vous êtes en ville, vous pouvez toujours combattre. Bakhmout est tombé à la fin de l'hiver, en fait, si vous vous souvenez, est tombé en mai, mais en fait les Russes ont combattu pendant tout l'hiver de 2022-2023. Voilà ce qu'on peut avoir. On peut avoir de bonnes surprises, je pense, du côté du front nord, dans la redirection de Kupiansk, à la frontière de Kharkov, et également autour de la ville de Seversk. On peut avoir de bonnes surprises. Je pense que de toute manière, encore une fois, le but de la Russie, c'est de détruire le potentiel militaire, moins que de conquérir des territoires. Et puis, en plus, encore une fois, c'est du Broussilov. Donc, si tout d'un coup, un endroit, ça cède, par exemple, depuis 3 jours, ils attaquent dans la région de Zaporozhye, là où les Ukrainiens ont fait leur offensive. C'est complètement de l'autre côté de la ligne de front. Si ça perce, ils vont y aller. Ils attaquent également un peu plus à l'ouest de cette zone-là, du côté de Gouliapol, du côté de Velikaya Novoselka. Et donc là aussi, si tout d'un coup, comme Kiev a des réserves limitées, sont obligés de transférer, je ne suis pas persuadé que les Russes aient une idée extrêmement précise ils savent, il y a des points Pakrovsk, qu'il faut le prendre, mais globalement, ce n'est pas non plus une priorité absolue. S'il y a moyen de surprendre les Ukrainiens en attaquant un endroit où ça cède, ils vont concentrer des forces à cet endroit-là. Et puis tout peut céder d'un coup, on l'a vu en 1917. Voilà. Ça peut ressembler à la bataille, j'avais comparé ça à la bataille qui a eu lieu, la guerre qui a eu lieu en Amérique du Sud entre 1867 et 1870, je crois. Je ne suis pas sûr des dates, mais donc qui a opposé le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et l'Honduras. Et le Paraguay a tenu, et tout d'un coup s'est effondré. Et on était après dans un rapport de 4 femmes pour un homme. La démographie paraguayenne s'en remet à peine. Et je pense malheureusement qu'on aura quelque chose d'assez semblable avec ce qui restera de l'Ukraine. Quelle misère. Maintenant, les risques de provocation. Donc, avant même de parler de la Crimée, il y a des échos, on va s'en faire l'écho, de rumeurs comme quoi il y aurait des craintes d'attaques sous faux drapeau sur des centrales nucléaires ukrainiennes éventuellement, qui pourraient changer, non pas la guerre, mais la vision que le monde se fait de cette guerre. Est-ce que c'est sérieux ? Je pense que... Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça fait partie du narratif Otano qui vient. C'est-à-dire que vous avez 4 centrales nucléaires en Ukraine. Il y en a une, c'est celle de Zaporozhye, qui est sous contrôle russe. Les 3 autres, c'est celle-là qui est bombardée, régulièrement. L'AIEA est venue, a constaté, ils n'ont pas nommé le responsable des bombardements, mais elle est reconnue comme celle de Kursk, qui est russe. Les 3 autres, donc vous en avez une au sud-ouest et 2 au nord-ouest, n'ont jamais été bombardées. Et si vous voulez, c'est un peu dur d'expliquer que les Russes bombardent les centrales nucléaires, dans la mesure où les 3
qu'ils ne contrôlent pas n'ont jamais été bombardées. Et c'est celles qu'ils contrôlent, y compris celles sur les territoires russes, qui ont été attaquées. Encore une fois, l'AIEA l'a confirmé. C'est aussi un peu difficile à faire croire, comme de faire croire que c'est les Russes qui ont fait exploser leur propre gazoduc. Oui. Comme c'est les Russes qui ont détruit le barrage de Krakhovka, sur lequel, d'ailleurs, un général ukrainien avait reconnu qu'il tirait à l'époque où les Russes étaient de l'autre côté du Dniepr, et qui en plus permettait d'alimenter en eau douce la Crimée. Donc, c'est très dur de faire croire ça. Mais après, c'est du matraquage permanent. Et donc, le but de cette information qui a été en fait, c'est la Maison-Blanche qui s'est inquiétée que les Russes puissent bombarder les centrales nucléaires. C'est aussi pour annoncer que peut-être ils vont le faire. Pour dire, regardez, les Russes bombardent les centrales nucléaires. Donc c'est plutôt inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Si c'est juste au niveau du narratif, pour faire oublier que les seules centrales nucléaires... Sullivan en a parlé. C'est ça, c'est Sullivan qui en a parlé. Si c'est juste se limiter au narratif pour faire oublier que les seules centrales nucléaires qui sont bombardées, ce sont celles contrôlées par les Russes, ça va. Si c'est en fait le début d'une opération sous faux drapeau, là c'est inquiétant, parce que c'est Tchernobyl. Kursk, ça aurait pu finir en Tchernobyl. Ça aurait pu finir en Tchernobyl. Ouais. La Crimée, on en entend moins parler. Il y a eu quand même, à un moment donné, on a eu l'impression qu'il y avait une forte tension, d'ailleurs, à cette époque, entre l'OTAN et la Russie, de bombardements, même sur des plages. En fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a plus d'objectifs militaires en Crimée. Toute la flotte russe a été évacuée du côté de Novorossiysk, donc il n'y aura pas de bataille navale. Il n'y a plus de bateaux côté ukrainien, donc il n'y aura pas de bataille navale. Les Russes ont déplacé leur flotte pour pas qu'elle soit contrôlée par les drones. Donc ça, c'est une première chose. La Crimée est de moins en moins en fait utilisée, même quasiment plus comme un centre logistique, puisque désormais les Russes ont refait les routes tout le long de la mer d'Azov et qu'en fait ils peuvent alimenter la totalité du front sans passer par la Crimée. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup moins. Et puis, c'était dans le narratif qui vient. Par exemple, vous aviez Podolyak, qui est un conseiller de Zelensky, qui avait annoncé à la fin 2022 qu'en 2023, il serait à Yalta en train de boire un café. Voilà, bon, ça n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. Donc, effectivement, la Crimée est un peu sortie des radars pour cette raison-là. Merci Xavier Moreau. On va donner droit dans les dernières minutes de cette émission passionnante aux auditeurs et aux questions des auditeurs. Un auditeur, je suis professeur de spécialité en géopolitique et je souhaite savoir quelles sources peuvent indiquer les pertes approximatives, on en parlait un peu de cette guerre, car sur les médias de grand chemin, les données semblent quelque peu fantaisistes. Bon, ce que j'ai dit, on peut aller sur la BBC en russe et Mediazone. Ils font une étude assez. Alors, mais a priori, ils ont changé leur algorithme, donc je pense que c'est moins sérieux parce qu'on leur reprochait de donner pas assez de pertes. Et eux, ils vont chercher dans les nécrologies en Russie et ils font leur inventaire. Et ça ne donne finalement, au dernier chiffre, c'était 60 000 morts. Après, ils disent, mais c'est sans doute 2 fois plus. Alors, on ne sait pas pourquoi. Et côté kievien, c'est ce que j'ai dit, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Moi, je ne me prononcerai pas sur les pertes. Une auditrice, j'ai oublié de vous dire le plaisir que j'ai à écouter Monsieur Moreau. Merci, Monsieur Stocker. Je n'aurais jamais imaginé vouloir déménager en Russie, dans la Russie de Poutine, alors que je l'ai détesté, l'URSS communiste, alors que nos grands intellos à l'époque, ils partaient en vacances. Ce que j'aime chez Poutine, c'est cette conscience d'être un pays, un peuple, et d'assumer son histoire. Vive Poutine et la Russie, nous dit cette auditrice. Tiens, on va à ce moment-là, un message peut-être moins sympathique. Xavier Moreau est une éminente personnalité, mais je ne partage pas toujours son admiration pour la puissance militaire russe qui piétine depuis 2 ans en Ukraine. Par ailleurs, comment se fait-il que les Ukrainiens aient pu pénétrer en territoire russe malgré tous les systèmes de renseignement et d'observation dont disposent les Russes? Il y a une autre question qui va exactement dans le même sens. Comment se fait-il qu'avec une telle puissance, d'après Xavier Moreau, la Russie piétine autant en Ukraine depuis 2 ans? Faut-il que les Ukrainiens soient forts? Ce n'est pas la France qui aurait été balayée en 8 jours. Elle n'a même pas été capable de voir qu'elle était envahie à course, un comble, et ce n'est pas encore fini. Tout ça n'est pas très clair. Ça, c'est pour donner, parce que c'est ça aussi, les médias de réinformation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas droit à des propos qui ne sont pas toujours dans notre sens. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas vu venir? Parce que, si vous voulez, si jamais, là, vous sortez un pistolet, que vous tirez une balle dans le genou, je vais être surpris. Mais ça ne fera pas de vous un grand stratège. Donc en fait, les Russes se sont dit, ils ne vont pas aller dans la région de course, ça n'a aucun intérêt. Je pense que leur erreur, c'est qu'ils n'ont pas vu le raid sur la centrale nucléaire. C'est ça qui est très mal passé auprès de Vladimir Poutine. Donc cette offensive sur Koursk, l'erreur des Russes,
je pense, c'est qu'ils considèrent que les otano-kieviens sont aussi rationnels qu'eux. Et en fait, c'est pas le cas. C'est la première constatation que j'ai faite. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une conscience que dans l'OTAN, et ça soit aussi pour répondre, c'est que la Russie fait la guerre à l'OTAN, pas à l'Ukraine. Oui, non, mais voilà. Elle piétine pas, elle avance méthodiquement avec un minimum de pertes. C'est pour ça aussi que vous n'avez pas des grandes offensives qui sont très coûteuses en vie humaine. Mais je pense que les Russes doivent cesser d'imaginer, doivent comprendre qu'en face, ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont perdu la guerre, ça va être une énorme humiliation pour l'OTAN. Les grandes défaites militaires peuvent entraîner des bouleversements politiques. On l'a vu en 1870 en France, on l'a vu en 1905 après la défaite de la Russie face au Japon. Donc ça fait très peur aux classes gouvernantes de l'OTAN. Donc c'est pour ça qu'ils vont tout essayer, s'emparer d'une centrale nucléaire sur un raid, etc. Donc non, l'armée russe ne piétine pas. Elle a son temps, elle a une supériorité d'artillerie, une supériorité de complexe militaire-industriel, des généraux et des militaires compétents. Elle est ralentie aussi parce que le soldat ukrainien est très courageux. Et ceux qui se battent, là maintenant il y en a beaucoup qui ont été tués, donc ça se voit moins. Mais ils se sont battus comme se battent des Russes. Merci des Russes. Donc en fait, l'OTAN a envoyé les meilleurs soldats qu'elle avait à sa disposition. Les Polonais aussi sont très, très bons soldats pour se battre comme ils ne veulent pas les battre contre les Russes. Et donc c'est pour ça que ça ne va pas aussi vite qu'on voudrait le souhaiterait. Mais non, là, ça n'aimerait pas en cause l'extrême compétence des chefs russes et l'extrême qualité du soldat russe. Merci Xavier Moreau. Dire que les soldats polonais sont des bons soldats réchauffera le cœur de notre ami Mike Borowski dans C'est maintenant l'émission du livre-journal des controverses. Mais ça, tout le monde le reconnaît. Et les Russes d'ailleurs, j'avais parlé à des Russes qui, à l'époque, avaient travaillé avec les Polonais à l'époque du bloc communiste. Ils m'avaient dit que c'était les meilleurs soldats qu'ils avaient jamais vus. Donc, les Polonais. Polonais, voilà. Oui, les Polonais. Il est content. Je le vois, il est content, Mike Borowski. Ça va être son tour maintenant. Merci, chers auditeurs, de cette écoute. Merci, Xavier Moreau, de cette heure et demie de réinformation magnifique. Je rappelle Xavier Moreau, le cofondateur du site Stratpol. Il y a des bulletins en plus qu'on peut retrouver pour voir la situation telle qu'elle est, hebdomadaire. Et auteur, c'est votre dernier ouvrage aux éditions Stratpol. Pourquoi la Russie a gagné ? Voilà. On y est, ou presque. En complément de cette émission. Merci à tous de cette écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie, bien évidemment. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.